autre truc qui va nous prendre sous le nez très bientôt, c'est le tri obligatoire des biodéchets. Donc à partir du 1er janvier 2024. Bon, on commence à revenir sur notre sujet, hein. Le compost. Alors, c'est quoi encore cette nouvelle contrainte? Donc en fait, bon, c'est pas nous qui devons refaire du compost, c'est les collectivités. Donc chez nous, ici, en Wallonie-Picarde, on appelle ça, c'est IPAL. Donc ils ont, eux, l'obligation de mettre à disposition des particuliers des solutions pour trier et valoriser les biodéchets à la source. Donc pas tout, donc il faut déjà trier au départ. Donc je crois que ça devient vraiment raisonnable comme raisonnement. Alors comment ils s'y prennent, parce que c'est déjà un truc qui est en route depuis des années, mais l'échéance, une obligation au niveau européen, c'est le 1er janvier ici. Donc au niveau individuel, donc en incitant les particuliers à faire leur propre compost. Donc là, on revient à notre sujet. Informer les gens comment faire du compost. Donc par ici, il y a des maîtres composteurs qui transmettent leur savoir-faire. Ils connaissent un peu la façon dont se décomposent les matières organiques. Donc ici, on a à 2 pas de notre jardin, du jardin Gilbert. Quand on passerait une clôture, ben, il y a les maîtres composteurs qui sont ici juste à côté, qui ont déjà même fait des démonstrations, enfin, un peu partout. Ils sont même venus au jardin d'Albec un peu expliquer. Donc ils ont vraiment aussi ils savent comment expliquer. Bon, ils sont là pour ça, pour expliquer aux gens comment faire du compost chez eux. Et là, j'espère que les gens ne vont pas prendre le réflexe de dire maintenant je peux aller le porter à la benne, je ne fais plus le compost chez moi. Parce qu'il faut savoir aussi que peut-être 60-80% va servir à la biométhanylation, donc pour faire du gaz. Alors je pense qu'il y a une grande partie de la fertilité pour le sol qui va disparaître aussi. Donc c'est un bien, mais pas à 100%. Bon, j'y arrive, je parle. Je vais en parler de tout ça. Donc en fait, bon, c'est aussi mettre à disposition des gens des bacs ou des composteurs individuels à prix réduit. Donc ça a déjà été fait, par exemple à Moucron. Ben voilà, il y avait des réunions qui ont été faites. Donc les gens qui désiraient acheter des bacs compost ou des composteurs à prix réduit étaient dans l'obligation de suivre une formation de demi-heure, 1 heure. Donc j'y ai même participé et c'est vrai que c'est intéressant de savoir ce qu'on peut y mettre et comment il faut faire. Et tout ça, c'est pour faciliter, parce que un déchet qui est recyclé sur place coûtera encore beaucoup moins cher que même si on organise une collecte pour ramasser et faire ça un peu plus loin, parce que ça a un coût aussi. Donc, on a même poussé des habitants qui possèdent un jardin, évidemment, à adopter des poules pondeuses. Donc, ça a été fait ici à Moucron il y a une dizaine d'années, je crois qu'ils avaient commencé avec ça. Ils ont renouvelé un peu le truc et ça a même fait des émules ailleurs. Hein. Donc, au début, on avait un peu ri de ça, on avait dit, tu vois, adopter 2 poules, bon, un peu dire, ouais, c'est un peu ridicule. Mais non, parce que ces poules permettent aussi de valoriser les restes de table, qui autrement, on valse à la poubelle. Hein. Donc, ouais, c'est pas mal de gens. Donc, ceux qui étaient cuits, en principe, on ne devrait pas mettre non plus dans le compost, mais bon. Donc, mais bon, ces restes de table, mais aussi les fans de légumes, donc des feuilles de laitue qui sont peut-être pas propres à consommer pour nous, qui sont peut-être un peu abîmées. Ben voilà, on peut donner ça aux poules, eux vont s'y retrouver. Hein, donc ils vont, donc ça leur permet, ça
nous permet à nous de réduire notre volume de déchets organiques dans les sacs poubelles. Et ça, c'était en fait le but d'IPAL, c'était de diminuer le poids des matières, le poids général des poubelles, donc pour diminuer ce prix-là. Donc la quantité et donc le prix qui est réclamé après via la taxe des immondices. Hein. Donc tous les coûts réels sont répercutés sur la taxe des immondices. Donc avec ces poules, ça permet aussi via leur fiente, donc leur litière, donc on met un peu de paille ou des copeaux, voilà, ça permet de récupérer ça aussi pour le bac à compost ou pour le jardin. Alors, au niveau, je vais dire collectif, bon, tout le monde n'a pas non plus un jardin, donc il y a une obligation de recycler ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas de jardin, il faut organiser la collecte de ces déchets en installant des PAV. PAV, point d'apport volontaire. Je crois qu'on commence à s'habituer à ce vocabulaire nouveau, où les particuliers pourront déposer gratuitement tous leurs biodéchets. Ah oui, c'est important, hein, parce que dès qu'on commence à faire payer, on a vu ça à Moucron, dès qu'on a commencé à imposer le prix des sacs poubelles, donc c'était, à l'époque en francs belges, c'était 40 francs en belge pour un sac poubelle, on voyait ça joncher partout, les déchets partout. Donc la gratuité permet quand même que même ceux qui n'ont pas les moyens, ils peuvent malgré tout apporter leur contribution à cette collecte de biodéchets. Donc même les gens qui habitent en appartement, il faut penser quand même à ces gens-là aussi, parce qu'en Moucron, on construit de plus en plus d'appartements. Et voilà, ça permet quand même à participer à cet effort collectif. Ou bien les gens qui ont un beau jardin, qui ont une belle pelouse, et une haie de cyprès, qui ne veulent pas un tas de déchets ou qui ne veulent pas épandre ça entre leurs haies, les tonnes de gazon, tout ça, voilà. Ils n'ont pas d'excuses, ils peuvent... les tonnes de gazon ne sont pas acceptées dans les PAV. Donc c'est vraiment plutôt les déchets de cuisine et tout ça. Hein. Donc épluchures, mais pas les déchets végétaux. Donc pas les haies, taille de haies, tout ça, ça reste encore... C'est des trop grands volumes, ça. Oui, et puis ça a aussi un peu une autre utilité. Hein. Donc ça peut être recyclé d'une autre façon. Hein. Donc voilà. Mais voilà, les gens en appartement n'ont pas d'excuses, ils vont devoir aussi participer à cet effort. Bon, on nous dit que ça sera interdit de mettre ces déchets organiques dans les sacs poubelles. Bon, je ne sais pas trop comment ils vont vérifier ça. Ils ne vont pas venir ouvrir les sacs poubelles. Ils disent au poids. Ils vont dire, tiens, il y a beaucoup de poids dedans, à la limite. Mais bon, je ne sais pas s'ils vont aller jusque-là. À l'époque, quand ils ont fait des choses comme ça, à la déchetterie, la grande déchetterie à Moucron, quand on venait avec une remarque, il y a certains moments, ils ouvraient tous les sacs pour voir ce qu'il y avait dedans. Oui. Et s'il y avait des bouteilles en plastique ou autre, il y avait moyen de recycler. Mais bon, je crois que c'est quand même, il faut conscientiser les gens aussi, de dire, voilà, on est source de cette production de déchets, il faut la gérer du mieux qu'on peut. Voilà, c'est normal qu'on participe à cet effort de recyclage. Alors en France, il y a une loi anti-gaspillage qui a été adoptée en 2020, la loi AGEC, qui vient un peu renforcer cet effort de recyclage. Donc le but poursuivi, c'est accélérer le changement de modèle de production et de consommation. Donc essayer de limiter les déchets et surtout préserver les ressources naturelles, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage qui se fait. On achète trop d'aliments et voilà, c'est facile de jeter comme ça. Et allez, il faut quand même aussi essayer de... Donc c'est aussi source de pollution,
d'utilisation d'énergie pour produire tout ça. Et voilà, c'est en même temps aussi pour protéger le climat, puisque toutes ces sources d'énergie engendrent aussi la fabrication de CO2. Donc tout ça, ça permet un peu de... Si on diminue un peu notre consommation, c'est pas vraiment consommation, mais c'est le gaspillage qui est là derrière. Donc ça permettrait quand même de diminuer notre quantité d'aliments qu'on aurait besoin. Alors, je rejoins un peu ce que Ignace disait tout à l'heure, que les valorisations des biodéchets en compost utile, ça contribue à une économie circulaire, donc on peut en créer des engrais pour les champs, et à la limite, même du bio, donc fabriquer du biogaz grâce à la méthanisation. Donc ça, c'est souvent lorsqu'il y a des gros déchets dans les grandes surfaces, des aliments qui sont plus consommables, et voilà, on les transforme donc on les mixe, on les mélange, et ça permet de faire des fermentations et de créer du gaz, mais voilà, il y a quand même une partie qui pourrait être recyclée en engrais. Alors, on a estimé qu'en France, qu'il y a 83 kilos par habitant et par an qui pourraient être valorisés et qui ne devraient pas être mis à la décharge. Donc à décharge ou incinération. Donc ça... Alors je crois qu'ils sont motivés parce que pour brûler des matières organiques fraîches, il faut une grosse dépense d'énergie. Donc je crois qu'avec le prix de l'énergie qui a augmenté, ça a aussi poussé à ce que justement on évite de mettre à l'incinération des déchets qui pourraient être recyclés d'une autre façon. Donc ça génère de la pollution, évidemment. Mais alors, brûler ou ensevelir des biodéchets, ça devient une hérésie, en fait. C'est pas par là que ça doit partir. Alors, ils ont constaté aussi que ces bioressources seront nécessaires pour les agriculteurs parce que la fin des engrais azotés de synthèse est proche parce que le prix de l'énergie fossile toujours de plus en plus cher. Donc, je me souviens, c'était pas l'année passée, l'hiver passé ou l'hiver d'avant, qu'il y a des fabriques d'énergie, je crois que c'est Rosier, du côté de Fran, qui a fermé parce que on fabriquait de l'engrais chimique à base du gaz naturel et que ça devenait hors de prix. Et que c'était plus rentable de faire ces engrais-là à base de gaz naturel. Alors on voit que tous ces engrais chimiques, ça fait l'objet de tensions internationales. Donc dès qu'il y a un point A dans un point, les prix flambent. Après on doit se rendre compte que les mines de phosphate et de potasse, tout doucement ça va commencer quand même à se tarir parce que c'est pas éternel, il faut chaque fois retrouver des nouvelles sources. Et voilà, c'est des trucs épuisables, donc c'est pas renouvelable. Donc voilà, il faut conscientiser le citoyen à faire un tri volontaire. Donc il faut expliquer un peu la démarche, et alors ça peut se faire localement, donc disons dans un rayon de 50 km maximum de l'endroit où on a produit la source. Voilà, il faut la recycler dans ce rayon-là. Alors ça devient, je veux dire, tout à fait acceptable. Alors, le compostage, bon, ça apporte quoi pour le jardinier? Donc ça, c'est vraiment une aubaine parce que ça apporte beaucoup d'avantages pour nous. Donc avec une méthode simple, efficace et à portée de tout jardinier. Donc ça permet d'activer les micro-organismes du sol, donc la vie du sol,
Donc on en a déjà souvent parlé de ça lors des réunions. Donc plus aucun déchet organique ne devrait quitter le jardin. Donc il y aura moins de transport, donc on recycle sur place. On n'aura plus besoin d'acheter autant d'engrais organiques. Seulement si, bon, si on veut une source de... Si on n'a pas de fumier animal par exemple, ben, on pourrait éventuellement ajouter de l'engrais organique à base de... Bon, ça peut être de poudre de sang, poudre de corne, voilà, poudre d'os. Donc ça peut apporter un plus au niveau du jardin. Et alors on espère bien que nos légumes seront en meilleure santé. Pourquoi? Parce qu'on apporte aussi des oligo-éléments. Par exemple le fer, le zinc, le bore, le manganèse. Tout ça, c'est présent dans les matières qu'on va composter, qu'on ne trouve pas forcément dans les engrais NPK qui sont plus ciblés sur l'azote, phosphore et potasse. Donc les propriétés physiques du sol vont aussi s'améliorer. Donc on aura une meilleure absorption de l'eau. Donc il y aura moins de ruissellement. Donc il y aura moins de risque de perte en cas de sécheresse, car on aura plus d'humus présent dans le sol. Et cet humus-là va capter l'eau et le redonner pour les végétaux. Donc voilà, c'est quand même pas mal d'avantages. Il y aura beaucoup moins d'érosion par le vent, soleil et fortes pluies, puisque les sols seront couverts et protégés. Donc toutes ces matières qu'avant certains exportaient, ben voilà, si on arrive à tout recycler ça dans son jardin, on sera tous gagnants. Bon, je crois qu'au niveau agriculture, il y a pas mal de fermiers. Je vois ça sur le site Vers de Terre Production. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de regarder ça. C'est plus destiné pour les professionnels. Mais là, il y a vraiment des entreprises agricoles, donc des fermiers qui font du semi-direct. Ils font plus de labour. Ils essaient d'avoir un maximum de couverture du sol, trace des sillons pour ressemer des légumes dedans, enfin des légumes ou des céréales, du maïs, etc. Tout en gardant une surface couverte, même dans les vignes, dans les vignobles. On met aussi le couvert végétal parce que ça permet aussi de protéger, et surtout que les vignes sont mises souvent en coteaux de montagne ou de collines, et voilà, l'érosion est encore beaucoup plus grande. Donc tout ça, ça permet de garder des éléments nutritifs pour les plantes, et les plantes sont beaucoup moins attaquées par des maladies. Donc, voilà, j'ai un peu fait le tour de l'autre grand avantage, le compost, on l'a gratuitement. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui. Parce que pour beaucoup de gens, ça peut aussi jouer. Voilà. Et ça, je vais en reparler le mois prochain, mais voilà. Parfois, en achetant, en investissant par exemple dans un petit broyeur, pas trop petit quand même, mais bon, ça permet de recycler tout le truc de notre taille, et bon, ça permet de recycler plus vite. Bon, Gilbert lui disait que lorsqu'on broyait trop fin, on court-circuite d'autres animaux qui peuvent défaire ça. Et les champignons. Et ça met beaucoup plus de temps, mais la nature y arrive. Bon, nous, on est parfois un peu pressés. Mais voilà, quand on arrive à stocker des choses même dans un coin, voilà, on peut aussi faire cette décomposition. Et ça va se faire et sans trop de matériel. Mais bon, moi je trouve que malgré tout, bon, un broyeur, ça permet de réduire les volumes, et voilà, on peut encore toujours faire des tas, et c'est propice à l'abri des mammifères, des hérissons, des choses comme ça. Ils peuvent, et plein d'animaux, des insectes qui s'y mettent aussi, hein, parce qu'on construit des hôtels à insectes, mais voilà, si on mettait beaucoup plus de déchets à disposition, ben, tous les insectes auraient des abris. Donc, et les insectes participent aussi à la décomposition et à l'enrichissement de nos sols.
chaque jardin doit avoir 1 ou 2 mètres cubes de déchets de branchage. Et on peut mettre ça maintenant entre des palettes où on fait comme on veut, on peut faire un tas tout bête. Et ça devait se trouver dans chaque jardin naturel, dans chaque jardin. Mais pour le broyage de ces branches-là, il y a le système des templiers. Ils le broient, ils le mettent dans l'eau, donc il y a une fermentation sans oxygène. C'est terminé, on le ressort et on le compacte. Il y a une fermentation avec oxygène, ça dure 1 an. Et quand on le ressort hors de la cuve, ça ne sent pas le purin. Hein. Ça sent un peu comme si on avait un verre d'alcool devant nous. C'est une fermentation alcoolique qui se fait. Non, tu n'es pas à ce niveau-là parce qu'il y en a trop d'air autour par rapport aux deux qui respirent. Mais les tout premiers essais de Templiers, ils faisaient même sans broyage. Ils trempaient les branches, carrément, les branchettes. Et pour que ça soit bien imprégné d'eau. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va composter, ça va chauffer. S'il y a un manque d'eau, c'est des champignons, champignons gris qui vont s'installer et la fermentation s'arrête parce qu'il y a un manque d'eau. Et tout ça, je vais un peu expliquer plus le mois prochain. Mais voilà, donc en fait, le compost doit rester aussi humide. Voilà. Et après, tu as exactement la même chose que dans une forêt. Quand on le récupère 1 an après, ils avaient trouvé ce système-là, il est génial. Mais ça a été mis au point, surtout dans le midi de la France, parce que ça permettait d'enlever les broussailles qui étaient vecteurs d'incendie. Et en même temps, en faisant du compostage comme ça, ça permettait d'enrichir le sol et, voilà, et de l'enrichir parce qu'il fait chaud là, donc c'est une protection du sol en même temps. Donc il y avait plusieurs buts. Bon, le faire par ici, on peut le faire évidemment, mais bon, il y a peut-être moins cette... au départ, c'était quand même pour éviter les incendies et produire avec des matières sur place, valoriser ça en aliment pour le sol. Donc pas oublier non plus que le compost, on nourrit le sol. Les végétaux, après, poussent bien dans ce sol via des micro-organismes, mais on ne donne pas directement l'engrais à la plante. Donc ça, c'est aussi une autre façon de penser qu'en faisant du compost, on nourrit le sol. Et après, ça profite aux plantes. La plante se nourrit de ce qu'elle a envie. L'engrais chimique, c'est différent. Un engrais chimique, il s'introduit tout seul. La plante n'en veut même pas. C'est de l'engrais directement soluble qui sont... Et en court-circuit, alors, on n'a plus besoin de la vie du sol pour faire pousser les plantes. Bon, voilà, j'ai un peu débordé déjà. Merci. Je vais vous libérer. Donc, le mois prochain, je vous donne la suite.